pourquoi du comment sur le long terme historique. Le long terme historique, c'est qu'il y a en Europe un Est et un Ouest. Il y a deux Europes. Et ces deux Europes, elles naissent à peu près au moment où l'Empire romain étant disloqué, il y a deux forces différentes qui naissent. Les Carolingiens autour de Charlemagne, c'est ce qui va nous mener à Aix-la-Chapelle et à Bruxelles, et les Byzantins autour de Constantinople, dont le chemin va aller vers Moscou. Et ce sont deux univers qui, à cause des invasions barbares, sont devenus des univers étrangers l'un à l'autre, linguistiquement, culturellement, politiquement, puisqu'il y a une rivalité pour qui est l'héritier de l'Empire romain, mais aussi religieusement, parce que on va voir que deux christianismes vont sortir de là. Le christianisme, on va dire, orthodoxe, le christianisme d'un côté, le christianisme catholique de l'autre. Et ces deux mondes qui sont assez étrangers, eh bien, ils vont se confronter autour d'une question vitale à partir du IXe siècle, qui est la conversion des Slaves, ces peuples qui viennent de très loin, mais qui ont débordé, qui ont envahi l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, qui descendent jusqu'au Balkan. Et évidemment, il faut les convertir. Ce sont des non-chrétiens, ce sont des païens, et les missionnaires carolingiens et les missionnaires byzantins se précipitent. Les missionnaires carolingiens, ils passent par ce qui est aujourd'hui la Tchécoslovaquie, enfin, Prague, et les Byzantins, ils passent par la Crimée, et puis ils se font face, et donc leur rencontre brutale va dessiner une ligne qui court de la mer Baltique à la mer Méditerranée, qui court de Riga et de Vilnius, aujourd'hui dans les pays baltes, à Riga, à Split, aujourd'hui en Croatie, et vous voyez que cette confrontation entre les deux mondes va donner lieu à une ligne de fracture qui n'est pas droite, qui zigzague, mais qui va véritablement diviser les deux Europes, en divisant les Slaves, avec d'un côté, vous voyez des Polonais qui ont l'alphabet latin, qui sont catholiques, qui font face à des Biélorusses qui sont orthodoxes et qui ont l'alphabet cyrillique, russe si on veut. Et puis en bas, vous avez les Serbes, qui ont l'alphabet cyrillique et qui sont orthodoxes, qui font face aux Croates, qui ont un alphabet latin et qui sont catholiques. Au milieu de cette ligne, vous avez des Tchèques et des Slovaques qui n'arrêtent pas de se marier pour divorcer parce que ça ne marche pas, parce qu'ils sont de chaque côté de la ligne. La première guerre, d'après la grande glaciation communiste, d'après le grand gel communiste de l'Europe, c'est la guerre des Balkans en 1991, vous vous en souvenez, Sarajevo après le Kosovo. C'est une guerre qui éclate entre Serbes et Croates en Croatie, dans une région frontalière de la Croatie qui est peuplée de Serbes et qui s'appelle la Krajina. Kraj en vieux slavon, c'est la frontière, c'est les confins, c'est le territoire de bordure, de limite. Krajina, Ukraina, c'est la même racine. L'Ukraine, son nom veut dire frontière. Et l'Ukraine métabolise cette ligne parce que l'Ukraine est divisée entre, pour aller très vite, c'est plus compliqué, mais pour aller très vite, un Est orthodoxe tourné vers la Russie, un Ouest catholique tourné vers la Pologne, et cette ligne de partage de l'Europe, elle passe pile par Kiev. Donc l'Ukraine, qui est le pays des trois monothéismes, parce qu'il y a les Tatars de Crimée, ils sont musulmans, parce qu'il y a eu un monde juif tout à fait extraordinaire qui a été exterminé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a donné beaucoup de la grande culture juive universelle que nous aimons. Et puis il y a ces chrétiens, mais les chrétiens, il y a les trois confessions chrétiennes. Il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, et puis il y a les protestants qui apparaissent avec la Réforme. Et puis c'est la terre des deux totalitarismes. L'Holodomor, la grande famine organisée par Staline dans les années 1930, de manière à véritablement casser l'Ukraine. Alors l'Holodomor, ça déborde l'Ukraine, mais comme l'Ukraine, c'est les terres de tourbe, c'est le grenier à blé. Évidemment, l'Ukraine est frappée par cette disette organisée, famine organisée de manière terrible. 5, 6, 7, 8 millions de morts. Et puis en 1942, des Ukrainiens de l'Ouest qui choisissent l'Europe depuis toujours, qui ont vécu les pages lumineuses de l'Europe, vont en vivre aussi les pages sombres, et vont former des divisions SS qui vont accomplir le choix par balle, 1 million 200 000 juifs d'Ukraine exterminés. Donc vous voyez que cette Ukraine,
la frontière, un pays qui s'appelle Frontière, récapitule tous les grands enjeux de l'Europe. L'Ukraine aurait pu être un sas de réconciliation entre les deux Europes après la chute du mur de Berlin, mais nous n'avons pas fait le Nuremberg du communisme, nous avons laissé croître Poutine, qui est vraiment l'héritier de la Tchéka, cette police politique créée par Lénine, qui était le bras armé, le levier, la raison d'être du régime soviétique, c'est-à-dire dispenser le terrain. On a laissé faire tout ça, et aujourd'hui, eh bien, Poutine porte sa guerre sur cet endroit qui aurait pu être un pont de culture et de civilisation, de manière à en faire à nouveau un mur. Et c'est ça qui nous arrive d'un point de vue culturel. Alors, juste un mot, et après je laisserai la parole à Stéphane Courtois pour tout ce qui est du portrait KGBiste de Poutine. Mais Poutine est l'inventeur, c'est là où c'est important du point de vue religieux, Poutine est l'inventeur d'un régime inédit au monde qu'on pourrait appeler espiocratie, le règne des espions, c'est-à-dire ce sont les services secrets qui ont conquis tous les pouvoirs. Même en URSS, il y avait le KGB, mais il y avait un politburo, il y avait encore des politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Avec Poutine, les services ont pris tous les pouvoirs évidemment politique, économique, financier, culturel, mais aussi pouvoir religieux, puisque vous voyez bien sur vos écrans, et ça vous inquiète, vous posez des questions, qu'il y a ce fameux patriarche Cyril qui bénit la croisade de Poutine contre l'Occident. Et en fait, on voit bien que ce facteur religieux est énorme, on y reviendra, parce que l'Ukraine, aujourd'hui, ne veut pas que son indépendance politique, elle veut aussi son indépendance religieuse, son indépendance d'église chrétienne, face à ce patriarcat de Moscou, qui est plus qu'un instrument dans la politique de Poutine, qui est un pivot du système poutinien, parce que, en fait, en URSS, il y avait le parti voulait prendre la place de l'Église, le parti est mort, et l'Église, au lieu d'être l'Église des martyrs, l'Église des pauvres, l'Église a repris la place du parti, et c'est elle qui alimente la nouvelle idéologie. Alors, M. Courtois, sur ce qu'a évoqué Jean-François, c'est-à-dire un régime fondé sur le pouvoir des espions et des services, ça illustre bien l'ascension de Vladimir Poutine. Oui, tout à fait, mais alors, Jean-François a bien situé le panorama au niveau européen et sur la base des religions, où effectivement c'est un problème très important. Mais maintenant, je voudrais revenir plus près de notre histoire, mais en même temps, c'est fascinant, parce que c'est une histoire qui dure depuis 1500 ans quand même. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même la traînée de 1500 ans de conflits, d'histoire. Et alors, rappelez quand même en deux mots que, effectivement, dans cet espace que Jean-François a défini, de la Baltique jusqu'à la mer Noire et à la Méditerranée, il y a eu, entre le IXe siècle qu'il citait et le début du XIIIe siècle, la première Russie, ce qu'on appelait la Rousse, R-U-S, qui correspond exactement à peu près à l'espace allant de la Biélorussie à l'Ukraine d'aujourd'hui, hein, et dans cet espace très important, qui était une des grandes puissances de l'époque, mais il n'y avait pas à proprement parler d'État. Il y avait des grandes cités, Kiev, Novgorod, etc., qui étaient des cités très riches, parce qu'il y avait un intense commerce entre les Vikings et le sud du continent européen, avec des produits, les fourrures, l'ambre, etc. Je passe les détails. Le problème, c'est que cette Rousse, où est née la religion orthodoxe, cette Rousse a été, pour les Slaves bien sûr, cette Rousse a été détruite, ou très affaiblie en tout cas, par les invasions tatares au début du XIIIe siècle, et donc il y a une espèce de... à une époque où, bien entendu, Saint-Pétersbourg n'existait pas, puisqu'il était créé par Pierre le Grand, et où Moscou même n'existait pratiquement pas. C'était une espèce de bourg perdu au milieu des forêts, des ours et des loups. Bon. Et justement, l'affaiblissement de la Russe a permis, plus à l'est, à Moscou, à la principauté de Moscou, de se développer, et surtout, au milieu du XVIe siècle, de voir arriver un monsieur, Ivan IV, hein, qui pour la première fois s'est intitulé Tsar, César, hein, on revient toujours aux mêmes racines, et surtout qui, surnommé Ivan le Terrible, pas pour rien, hein, et qui a pris une initiative très importante, fondamentale, dans la principauté de Moscou et dans
ce qui allait devenir l'Empire des Tsars, il a instauré le servage. C'est-à-dire qu'il a mis la paysannerie en servage, ce qui a créé un type de pouvoir très particulier, l'autocratie. Le tsar était chef de l'Église, chef de l'armée, chef de la politique, bien entendu, et propriétaire de son domaine. Hein. Et dans son domaine, il y avait des paysans en servage, c'était 90% de la population, et quant aux aristocrates, aux nobles, les boyards, il les avait mis à la raison en leur coupant un tout petit peu la tête. Hein. Or, dans la partie occidentale de cet espace, l'actuelle Ukraine, ça n'était pas du tout ce type de pouvoir qui était là. Hein. C'était au contraire ces paysans libres qu'on appelait les Cosaques, et donc tout le travail du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle pour le pouvoir tsariste de Moscou, ça a été de conquérir progressivement toutes ces terres vers l'ouest. Je ne parle pas de l'est parce qu'il faut rappeler que jusqu'au début du XXe siècle, la Sibérie était quasiment vide, mais vide d'hommes. Hein. Donc voilà, c'est tout ce travail impérial qui s'est fait entre le XVIe et le début du XXe siècle, et où déjà les Ukrainiens étaient considérés comme des petits Russiens, hein, et évidemment les gens de Moscou considéraient ces gens un peu comme des ploucs, hein, pour parler français. Bon, en sachant quand même que les langues ne sont pas exactement les mêmes, même si elles sont proches, hein, et que la culture politique, si l'on peut parler comme ça, n'est pas du tout la même. Hein. Du côté de Moscou, on avait cette culture du servage, c'est-à-dire de la soumission de l'autocratie, et du côté de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, c'était véritablement une culture d'une paysannerie libre, et ça c'est une différence très importante qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a eu évidemment les grandes révoltes cosaques au XVIIe, au XVIIIe siècle, Pugachev, etc. Je passe les détails. Donc voilà, à partir de Moscou, on se met en place cette mentalité impériale, hein, de domination et d'autocratie. Alors là-dessus, c'est la fracture, 1917, les bolcheviks, dans une espèce d'accident de l'histoire absolument invraisemblable, un petit groupe de rien du tout finalement. Il faut rappeler qu'en 1904, après le congrès où les bolcheviks étaient apparus comme majoritaires, en réalité ils étaient minoritaires, et Lénine a reconstitué son groupe avec 19 personnes. 1904. 1917, il s'empare du pouvoir, dans un des plus grands pays du monde. Bon, il se passe quelque chose quand même. Hein. Et c'est là, je le dis juste en deux mots, il faut bien comprendre que ce pouvoir des bolcheviks n'a pu se maintenir que par la terreur. Hein. Et donc, ils prennent le pouvoir le 7 novembre, officiellement, à Saint-Pétersbourg. Ils n'ont même pas encore pris le pouvoir à Moscou, c'est la guerre civile. Mais dès le 20 décembre, Lénine crée la GK, la commission extraordinaire, qu'on a l'habitude d'appeler police politique. Je m'insurge un peu, parce que police politique, tous les régimes, même démocratiques, ont des polices politiques. Nous avons eu, nous, les renseignements généraux. Je suis bien parlé pour en savoir, comme vieux 68 ards, il doit y avoir un gros dossier me concernant quelque part. Bon, mais c'était des polices politiques qui sont d'abord sous le contrôle des politiques, qui sont sous le contrôle des juges, hein, et qui se contentent de faire des enquêtes. Même dans la Russie tsariste, l'Okhrana, la police secrète, faisait des enquêtes, arrêtait des révolutionnaires et les remettait à la justice. Par exemple, M. Lénine. Ah, donc voilà, il faut bien comprendre tout ce dispositif. Et le problème, c'est que M. Poutine, lui, qui est un homo soviéticus, jusqu'à la chute de l'URSS, jusqu'à ses 40 ans, il a vécu comme soviétique, adhérant totalement au système, et surtout, il a vécu comme membre du KGB. Et le KGB, donc, c'est justement cet organe, c'est l'héritier de la Tchéka, c'est l'organe de la terreur. Et ça, même si cette terreur, sous Brejnev et ensuite sous Gorbatchev, était très atténuée par rapport à l'époque de Staline, il n'empêche que ces gens-là avaient une certaine culture de l'impunité. Les gens du KGB fonctionnaient en toute impunité, faisaient ce qu'ils voulaient, y compris parce qu'après la mort de Brejnev en 1979, le nouveau secrétaire général du parti soviétique était M. Andropov, le chef du KGB. Donc vous imaginez que si leur chef devient, y compris le chef du parti, de toute l'URSS et de toutes les démocraties populaires qui sont soumises à ce système,
les gens du KGB, hein, on est quand même les meilleurs, et c'est nous qui allons commander. Et évidemment, si on ne comprend pas que M. Poutine a été totalement élevé dans cette culture-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, parce que, Jean-François l'a dit, il y a une formidable... Il y a eu, malheureusement, il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, le Parti communiste, quand l'URSS a explosé en 91, le Parti communiste a été interdit par la suite, mais le KGB, une toute petite organisation de 700 000 personnes quand même, 700 000 salariés, il ne lui est rien arrivé. Ils n'ont pas été dissous, le KGB n'a pas été dissous. Il a été restructuré en FSB, etc., avec effectivement les espions, puis aussi un certain nombre, on ne va pas rentrer dans tous les détails, vous les trouverez dans le livre. Mais donc voilà, bien comprendre que cet homme, qui est un tout petit lieutenant-colonel, est propulsé sur le devant de la scène à un moment donné. On pourra se poser la question pourquoi lui. On va y revenir. On va y revenir. Mais donc déjà, voilà, toute cette question de la culture politique et de la culture policière et autoritaire du KGB est très importante à comprendre. Alors Jean-François, je voudrais juste rajouter le fait que c'est quand même un peu plus... il y a une complexité quand même. C'est que l'Ukraine, elle a été suroccupée par une grande puissance de l'époque des temps modernes, qui s'appelait l'Union des deux républiques, qui était l'union entre les Polonais et les Lituaniens. Oui. Alors ça, c'est... Voilà. Donc les Cosaques, ils ne se rebellent pas contre l'Empire russe, ils se rebellent contre les Polonais et les Lituaniens. C'est la thématique de Taras Bulba. Voilà, parce que les Polonais et les Lituaniens veulent leur imposer le catholicisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce qu'en 1453, alors c'est ce que Poutine instrumentalise aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que cette histoire ancienne justifierait en quoi que ce soit les actions de Poutine. Il faut bien voir ce sur quoi il agit, sur quelle mémoire il agit. La première mémoire sur laquelle il agit, c'est que tout le monde orthodoxe, après la chute de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, aux mains des Turcs en 1453, le monde orthodoxe passe sous les Turcs ottomans. Il n'y a que cette petite principauté de Moscovie qui est le seul État et le seul peuple orthodoxe libre. C'est à ce moment-là que les polono-lituaniens et les chevaliers teutoniques décident d'éradiquer cette réalité. Donc il y a déjà un premier problème, c'est que dans la mentalité russe, désigner l'Occident qui veut éradiquer la Russie, c'est pas son fondement historique, c'est une manipulation de l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas son fondement historique. Ce qui est diabolique chez Poutine, c'est la manière dont il instrumentalise l'histoire. Et au lieu d'aller vers la réconciliation, attise les antagonismes. Le deuxième point, c'est que Rome, voyant que c'est plus possible de faire l'union des églises avec Constantinople, puisque Constantinople, c'est maintenant aux mains des Turcs, décide de provoquer des unions au sein du monde orthodoxe. C'est-à-dire ce qu'on appelle péjorativement des uniates. C'est-à-dire, on dit à ces populations orthodoxes, vous gardez votre rite oriental, mais vous faites allégeance au pape. C'est vécu par le monde orthodoxe qui est à ce moment-là en captivité sous les Turcs, comme une agression, comme une prédation. Donc on trouvait en Orient des gréco-catholiques, ça s'appelle les Melkites par exemple, enfin, etc. Les Chaldéens d'Irak, ce sont des Assyriens qui sont passés à Rome. Et évidemment, il y a des Ukrainiens, ceux de l'Ouest, les Galiciens, qui passent à Rome et qui se donnent pour mission d'éradiquer l'orthodoxie en Ukraine. C'est ce qui explique les révoltes cosaques. Les Cosaques étant, voulant préserver l'orthodoxie, vont se tourner vers l'empire russe tsariste, et c'est toujours dans cette permanence. Ce que je veux dire, c'est que regarder l'histoire, ça nous permet de mieux comprendre certaines choses, n'est-ce pas? De mieux comprendre évidemment comment Poutine instrumentalise le fait religieux pour maximaliser le conflit, parce que dès que vous mettez de la religion dans un conflit, vous êtes sûr d'arriver au comble du fanatisme très vite. Mais aussi, ça nous permet de comprendre pourquoi la Pologne et la Lituanie sont aujourd'hui à la pointe du combat contre la Russie en disant non seulement il faut restaurer la souveraineté de l'Ukraine, mais il faut nous débarrasser de cette Russie, ce qui n'est pas forcément la position de Berlin et de Paris. Ou alors ça nous explique aussi pourquoi le régime polonais actuel, qui n'a jamais accepté un seul réfugié, qui a toujours refusé d'accepter un seul réfugié,
un seul réfugié de Syrie, un seul réfugié, etc. Un seul réfugié, je dis bien, toujours refusé d'accepter un quelconque réfugié, a ouvert ses portes à 3 millions d'Ukrainiens parce qu'il n'ouvrait pas ses portes à 3 millions de réfugiés. Il ouvrait ses portes à 3 millions de ces gens. Puisque le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle a été véritablement crucifiée, écartelée par les empires, et qu'il n'y a pas eu que l'Empire russe. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas, voilà. Cela dit, c'est uniate, c'est gréco-catholique de Galicie qui avait le vent en poupe au XVIIe siècle, parce que la Russie n'était pas encore forte, et que la Pologne-Lituanie était très très forte à l'époque. Bon, ils ont été un peu persécuteurs au XVIIe siècle. Ils ont même menacé Moscou. Hein. Mais ils ont été persécutés terriblement après 1945. Vous êtes à l'est de l'Europe, dans un autre Orient. Et comme en Orient, c'est pas des westerns simples, dans lesquels il y a clairement les méchants et les gentils, dans lesquels il y a clairement les bourreaux et les victimes. Les victimes d'aujourd'hui peuvent être les bourreaux d'hier et les bourreaux d'après-demain. L'histoire est circulaire. Et autour de cette ligne, donc, les mémoires sont blessées. Parce que ces communautés n'ont pas cessé de valser. Elles passaient d'un empire à l'autre. Les deux lignées d'empire, côté carolingien, c'est assez simple. C'est le Saint-Empire romain germanique, l'Empire austro-hongrois, l'Empire prussien. Côté Empire byzantin, il y en a un qui est l'héritier politique et religieux, c'est l'Empire russe, mais il y en a un qui est l'héritier culturel, c'est l'Empire ottoman. Parce qu'il n'y a pas d'ottomanité, vous voyez, vous vous souvenez, vous êtes allé en Turquie, vous avez peut-être vu que toutes les mosquées sont sur le plan de Sainte-Sophie, et limite Sainte-Sophie qui est une basilique chrétienne. Donc culturellement, l'Empire ottoman est une métamorphose de Byzance. Ces empires, ils sont venus en Ukraine s'affronter, mais chaque fois qu'il y en avait un qui gagnait, vous étiez de telle langue, vous étiez supposé d'être de telle ethnie, de telle langue et de telle confession religieuse, il vous fallait changer dans la nuit pour rechanger 30 ans plus tard. Et c'est bien ça que Poutine est en train de vraiment instrumentaliser, et cette angoisse originelle